O debate de ideias na China contemporânea é o tema do ciclo de conferências que apresentamos hoje. Na segunda parte do programa, a professora Anne Cheng continua a discussão sobre a história intelectual da China e do confucionismo. Acompanhe. Je ne vais pas répéter ce que j'ai expliqué lundi dernier. Donc je ne rentre pas dans le détail justement de tout ce qui s'est passé depuis le milieu du XIXe siècle. Je rappellerai brièvement que entre le milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire les guerres de l'opium, c'est-à-dire au moment où les puissances européennes commencent à agresser donc l'Empire chinois, jusque en gros le milieu du XXe siècle, les années 1960, qui marquent le paroxysme de la période maoïste avec la révolution culturelle. Donc vous avez dans ce siècle que j'ai appelé le siècle de la longue marche de la Chine vers la modernité. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais disons que ça n'est qu'à partir donc, de cette seconde moitié du XIXe siècle que la Chine a commencé à être contrainte de se percevoir comme un pays parmi d'autres, et à progressivement renoncer donc à son auto-représentation comme civilisation monde. Cette auto-représentation donc de la Chine comme Chine monde, c'est-à-dire Chine Zhongguo comme équivalent de Tianxia, tout ce qu'il y a sous le ciel, a quand même eu la vie très dure, puisque donc à la fin du XIXe siècle, en 1898, vous avez donc une toute première tentative de réforme politique du régime impérial. C'est vraiment la première tentative de toute l'histoire chinoise, sous à l'initiative d'un certain nombre de lettrés confucéens, dirigés par un certain Kang Youwei. Ce que font ces lettrés confucéens, c'est d'essayer donc d'imiter le Japon, le Japon qui a commencé à se moderniser donc en 1868, en essayant d'établir une monarchie constitutionnelle en Chine. Mais donc cette tentative échoue. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Kang Youwei continue donc à concevoir donc sa réforme politique dans des termes confucéens classiques, puisque son œuvre la plus connue, c'est ce livre de la grande unité, le Ta Tong Shu, où il fait référence de nouveau donc à cette notion de grande paix, de Taiping, que vous avez vu tout à l'heure illustrée par les danseurs. Donc on peut dire que en 1898, l'Empire chinois a raté une marche très importante, contrairement au Japon. Le Japon, donc de l'ère Meiji, à partir de 1868, a réussi donc à se constituer en tant qu'État-nation, alors qu'en 1898, la Chine rate cette tentative. Et donc, si vous regardez ensuite l'histoire du XXe siècle en Chine, notamment la première moitié du XXe siècle, vous verrez que c'est une succession ininterrompue presque de révolutions et de guerres. La République apparaît à l'issue d'une première révolution. Ensuite, vous avez la révolution du mouvement du 4 mai 1919, sur lequel je ne reviens pas. Ensuite, en 1949, vous avez la révolution communiste. Et en même temps, à partir des années 1930, vous avez l'agression du Japon donc, sur la Chine. Et à partir donc, de 1945, entre 1945 et 1949, la guerre civile entre les communistes menés par Mao Zedong et le gouvernement nationaliste présidé par Chiang Kai-shek.
Donc si vous prenez l'histoire de la première moitié du XXe siècle chinois, c'est une succession donc d'éléments, enfin d'événements traumatisants, révolution ou guerre, sans jamais qu'il y ait l'occasion donc d'une construction véritablement de l'État-nation. Pour résumer, quelque chose que j'ai développé donc lundi dernier, on peut dire que toute la première moitié du XXe siècle a été occupée par des efforts de modernisation donc de la Chine, et cette modernisation, à partir donc du mouvement du 4 mai 1919, a été comprise comme équivalente à une occidentalisation. C'est-à-dire le mouvement du 4 mai 1919, c'est un mouvement moderniste qui conçoit donc l'accession de la Chine à la modernité uniquement en termes d'occidentalisation, et en particulier en termes de science d'une part et de démocratie d'autre part. Pendant toute cette première moitié du XXe siècle, donc, Confucius et le confucianisme ont été rejetés dans le musée de l'histoire, ou pour ne pas dire la poubelle de l'histoire, comme étant justement des obstacles par excellence à la modernisation. Donc ce rejet de l'héritage confucéen a été donc corroboré par à la fois donc l'analyse marxiste et l'analyse sociologique de Max Weber dans les années 1910, 1920. Donc je ne reviens pas là-dessus non plus parce que j'en ai beaucoup parlé donc lundi. On peut considérer que la révolution culturelle qui a duré officiellement 10 ans, entre 1966 et 1976, donc, est une sorte à la fois de paroxysme du régime maoïste, mais aussi de paroxysme du rejet de toute la culture chinoise traditionnelle, et en particulier du confucianisme. Donc lundi, j'ai déjà montré cette photo, mais je la montre de nouveau pour vous montrer que vous avez une photo de la révolution culturelle, donc avec des gardes rouges qui sont en train de démolir le temple de Confucius à Tufu, le lieu de naissance de Confucius. Et j'ai attiré l'attention sur ce bout de papier ici, qui dit en chinois donc Da Dao Kong Lao, qui rappelle, c'est-à-dire à bas Confucius et sa famille, donc, qui rappelle tout à fait donc le slogan du mouvement du 4 mai 1919, qui disait déjà Da Dao Kong Jia Dian, c'est-à-dire donc à bas Confucius et sa boutique. Donc vous avez entre 1919 et cette révolution culturelle des années 60 et 70 un lien qui est justement cette volonté de se débarrasser une fois pour toutes donc, de cet héritage confucéen qui se confond avec ce que le maoïsme appelait la vieille société. Donc la révolution culturelle se termine officiellement en 1976 avec la mort de Mao, et ensuite la chute de la bande des quatre. Mais je voulais aujourd'hui attirer votre attention sur le retournement absolument spectaculaire auquel on assiste dans les années 1980, c'est-à-dire vraiment quelques années après la fin de la révolution culturelle, à partir des années 1980, et à partir donc de la périphérie de la Chine continentale, c'est-à-dire dans ce qu'on appelait à l'époque les 4 petits dragons, à savoir la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour. Donc à partir de ces 4 petits dragons qui se font remarquer par leur boom économique, on voit s'amorcer donc un retournement complet de la situation, puisque on a tendance à expliquer le boom économique de ces 4 petits dragons
par des facteurs culturalistes, hein, c'est-à-dire par ce qu'on appelait à l'époque des valeurs asiatiques, hein, ou dans le cas chinois, les valeurs confucéennes. Alors ces valeurs confucéennes, c'était censé être le respect de l'autorité, la valorisation de la famille et de l'éducation, hein, le goût du travail acharné et de l'épargne. Hein. Et donc c'est comme ça qu'on a voulu expliquer ce boom économique. Et à partir donc des années 1980, ce discours asiatiste, hein, ce discours sur les valeurs asiatiques ou les valeurs confucéennes, revient vers le centre, hein, c'est-à-dire commence à gagner à partir de la périphérie vers le centre donc, de la Chine continentale. Ce retournement se concrétise donc en Chine continentale, surtout donc dans les années 1990, qui correspondent, comme vous le savez sans doute, à la réforme économique menée par Deng Xiaoping, et une date symbole, hein, et la tournée que fait Deng Xiaoping en 1992 dans les provinces du sud de la Chine, hein, c'est-à-dire les provinces marquées par justement un régime économique spécial, hein, où il lance donc le concept d'économie de marché socialiste, et il cite le Singapour de Lee Kuan Yew donc, comme modèle pour la Chine. Vous savez peut-être que Lee Kuan Yew vient de mourir, hein, et on voit apparaître de nouveau dans la presse chinoise des articles appelant donc la Chine à imiter donc le modèle de Singapour. Alors ce qu'a fait Lee Kuan Yew à Singapour, à partir des années 1980, ça a été donc d'établir un gouvernement extrêmement autoritaire, hein, fondé sur une certaine version du confucianisme, d'un confucianisme autoritaire et paternaliste, pour garantir justement le boom économique de Singapour, qui a été en effet remarquable. D'où la volonté de la Chine actuellement de suivre ce modèle. Sur le plan intellectuel et culturel, ce discours asiatiste se traduit par l'idée d'une Chine culturelle, lancée en particulier par un certain Tu Weiming, qui est un universitaire sino-américain. Hein, donc il a été formé à Taïwan et ensuite il a fait carrière aux États-Unis. Il a été longtemps professeur à Harvard et maintenant il vit une retraite dorée donc à Pékin. Donc ce Tu Weiming a été donc un conseiller auprès de Lee Kuan Yew à Singapour et maintenant auprès donc des dirigeants de Pékin. Et il a lancé justement ce concept de Chine culturelle. Alors la Chine culturelle, selon lui, ce serait en fait une représentation là aussi fortement centrée, hein, et universaliste de la culture chinoise. Alors vous auriez un noyau central composé par la Chine continentale, hein, Hong Kong compris, hein, avec aussi Taïwan et Singapour. Hein. Ensuite, autour de ce cercle central, vous auriez un cercle élargi donc des communautés chinoises de la diaspora mondiale. Et enfin, le cercle extérieur, virtuel, de tous les individus dans le monde qui s'intéressent à la Chine et qui sont susceptibles de diffuser donc le nouvel évangile chinois, c'est-à-dire les intellectuels, les universitaires que nous sommes, mais aussi les journalistes, les hommes d'affaires, enfin toute cette nébuleuse, enfin des amis de la Chine,
qui sont censés donc, au fond, vendre l'universalisme chinois. Donc, on peut voir justement dans ce concept de Chine culturelle un signe de la volonté d'une certaine élite intellectuelle d'origine chinoise, désormais largement implantée en milieu anglophone, particulièrement aux États-Unis, comme c'est le cas de Tu Weiming. Donc la volonté de cette élite chinoise de retrouver le rôle directeur et prescripteur qu'elle avait dans l'ancienne universalité chinoise, en prêchant donc une sorte de nouvel humanisme mondialisé, c'est-à-dire le confucianisme serait une sorte de nouvel humanisme mondialisé. Cette nouvelle présentation du confucianisme comme un nouvel humanisme mondialisé vient évidemment se superposer à une autre vision qui est nettement plus musclée, plus agressive, qui est celle donc de l'idéologie actuellement prédominante en Chine, de la Grande Chine. Surtout avec justement la montée en puissance de la Chine. Donc ce nouvel humanisme mondialisé donne lieu chez certains intellectuels chinois à des spéculations sur un nouvel ordre mondial vu de Chine et qui s'exprime de nouveau donc en termes de tianxia, c'est-à-dire donc de ce qu'il y a sous le ciel. Vous avez ici donc la couverture d'un livre qui s'intitule le Tianxia Tixi, c'est-à-dire le système du tianxia, le système du tout sous le ciel, rédigé par un certain Zhao Tingyang, et qui propose donc de repenser donc l'ordre mondial en termes justement empruntés à l'Antiquité chinoise, c'est-à-dire donc en termes de tout ce qui est sous le ciel. Et Zhao Tingyang va même jusqu'à proposer un tianxiaïsme. Ce qui est intéressant ici, ce que nous avons vu très rapidement, donc en voyant un peu comment les choses ont évolué depuis un siècle, c'est que, au fond, les dirigeants donc, chinois sont passés donc, sans transition pratiquement donc, d'une idéologie marxiste avec la recherche d'un socialisme sans l'Occident. Et de là, en fait, ils se sont retrouvés en convergence avec des idéologues anti-marxistes, c'est-à-dire ceux de Taïwan ou de Singapour, parce qu'on ne peut pas dire que Lee Kuan Yew était vraiment un marxiste. Et ces anti-marxistes, eux, cherchaient donc une modernité économique également sans l'Occident. Donc là, en fait, en Chine, nous sommes passés directement donc d'une vision impériale à une post-modernité ou une post-occidentalité, en faisant au fond l'économie du passage par l'État-nation. Autrement dit, en fait, on a l'impression que la modernité a été en quelque sorte court-circuitée pour passer directement donc à ce qui est prétendument donc une post-modernité post-occidentale. Donc ce processus de court-circuitage permet donc aux dirigeants actuels en Chine de faire d'une pierre au moins 3 coups. Alors le premier coup, c'est de se donner une légitimité politique et morale qui a été très sérieusement affectée après le massacre de Tiananmen de juin 1989. Donc il s'agit maintenant de rassembler le corps social autour d'un nouveau projet de société
hein, ce que le leadership actuel appelle le Zhongguomeng, le rêve chinois, hein, et de le rassembler autour d'une nouvelle unité après donc ce qu'il faut bien reconnaître comme la faillite de l'utopie maoïste. Que le deuxième coup qu'on peut obtenir à partir de ce court-circuitage, c'est de flatter donc le sens de l'identité nationale chinoise, qui est renforcée actuellement par justement sa montée en puissance et l'idée qui est entretenue dans le monde entier que la Chine sera la prochaine superpuissance mondiale. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est d'entendre ces anciens gardes rouges donc, qui étaient occupés à démolir donc, l'héritage culturel chinois, donc, il y a une trentaine d'années, donc les mêmes 30 ans plus tard, maintenant qui sont au pouvoir, et qui répètent à qui veut l'entendre que le peuple chinois est un grand peuple qui a 5000 ans d'histoire continue, de culture et de traditions splendides. Alors, 5000 ans, c'est largement exagéré déjà. Bon. Mais pourquoi 5000 ans ? Parce qu'en fait, il s'agit pour la Chine d'essayer de montrer qu'elle est aussi ancienne que les civilisations mésopotamiennes, hein, mais c'est, encore une fois, c'est largement exagéré. Donc ce slogan de 5000 ans d'histoire et de civilisation continue, c'est précisément la formule préférée donc, des instituts Confucius, hein, qui sont chargés justement de vendre cette antiquité de la tradition chinoise par justement les mêmes, qui la démolissaient il y a une génération. Je finis sur ce contraste des deux images. Donc, dans les années 1970, vous avez ces gens qui démolissent matériellement et physiquement donc, tout l'héritage culturel. Et donc, une génération plus tard, les mêmes qui érigent donc, des statues de Confucius partout. Ici, vous avez cette statue de Confucius à l'entrée du campus de l'université du peuple, Jianmingdaxue, à Pékin. Et donc le troisième coup qu'on peut faire justement avec ce court-circuitage, ce passage direct à une prétendue post-modernité ou post-occidentalité, c'est justement de faire passer l'idée que modernisation ne va pas forcément de pair avec occidentalisation. Ici, il y a toute une construction idéologique qui tend à montrer que la Chine est capable de proposer donc des caractéristiques chinoises dans tout ce qu'elle fait, c'est-à-dire elle propose un socialisme avec des caractéristiques chinoises, une économie de marché avec des caractéristiques chinoises, et donc prétend proposer donc un modèle de modernisation qui serait donc proprement chinois en s'appuyant donc sur cette culture plurimillénaire qui devient donc un argument de plus dans la montée en puissance de la Chine sous forme de soft power. Encore une fois donc incarné par notamment les instituts Confucius que vous accueillez en si grand nombre dans votre beau pays. Et donc, pour conclure et revenir à notre point de départ, donc, tout ce processus donc, de court-circuitage tend, au fond, à proposer quelque chose qui aille contre, disons, ce que propose l'Europe depuis les Lumières, à savoir donc ce discours sur les droits de l'homme, sur l'universalité des droits de l'homme. C'est une façon pour la Chine de contester donc cette universalité-là et remettre au fond sur le devant de la scène donc cette vision chinoise du tout sous le ciel. Merci de votre attention et donc là je pense qu'il y a matière à discussion. Você assistiu à segunda parte da conferência O Debate de Ideias na China Contemporânea. Obrigada pela companhia e até a próxima!